Alors, David Valence, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures a largement contribué à placer les RER métropolitains au cœur de l'agenda politique. Pouvez-vous rappeler les enjeux de votre point de vue? D'abord, je suis très heureux d'être ici au Sénat parce que c'est une maison où il y a beaucoup de spécialistes des transports. On se le dit parfois avec Jean-Marc, peut-être même un peu plus qu'à l'Assemblée nationale. Et quand je vois Gérard Lahellec, Franck Dersin et Philippe Tabarot, qui sont mes anciens collègues vice-présidents de région, je me dis que je me suis peut-être trompé de maison, mais ça, c'est une autre, c'est une autre remarque. Je crois d'abord que, bon, je ne vais pas revenir sur le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, même si les messages structurants, on les connaît bien, la priorité aux infrastructures existantes, et puis effectivement, quelques projets de développement comme les systèmes express régionaux métropolitains. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer d'abord l'ampleur du projet, c'est-à-dire son sens au regard de l'histoire du ferroviaire, de développement de systèmes express régionaux métropolitains. Parce qu'en fait, il s'agit, et on l'avait eu l'occasion de se le dire à de nombreuses reprises avec Jean-Marc, il s'agit, par l'intensité des circulations, de casser un peu l'étoile de Legrand du 19e siècle. C'est-à-dire de faire correspondre à la manière dont le système ferroviaire français fonctionne, le faire correspondre à ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. Il n'y a pas eu que la décentralisation, elle a été importante, administrative, mais il y a d'abord eu une évolution incroyable sur le plan démographique qui fait que la croissance démographique française, elle a été pour beaucoup tirée par les métropoles régionales. Et quand on voit Toulouse, c'est absolument évident. Il y a un niveau de croissance démographique à Toulouse et de croissance économique. Et ça, c'est un phénomène de rattrapage et, entre guillemets, de normalisation de la situation française par rapport aux pays étrangers, et notamment à l'Allemagne, à l'Italie, à la Belgique, auquel on doit donner une traduction ferroviaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur un fonctionnement ferroviaire où, finalement, tout ce qui est intense est vers ou autour de Paris. Et donc l'ambition de ce qu'on a à faire, c'est de faire correspondre une carte ferroviaire à une carte des dynamiques démographiques et économiques françaises. Donc c'est une grande ambition, une très très grande ambition. Et pour cela, il va falloir ne pas perdre l'élan tout en identifiant bien les difficultés. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on a eu ce débat, et Philippe était là, Jean-Marc est membre du Conseil également, on a eu vraiment des débats, c'était presque le sexe des anges, hein, sur comment on allait appeler, à la suite du rapport Duron de 2018, Philippe Duron, donc, qui était président du Conseil d'orientation avant moi, et à la suite du rapport SNCF 2020 sur les Serm, comment on allait les appeler. On ne voulait plus appeler ça RER métropolitain. Et si on a choisi, alors finalement, SERM, c'est le vocabulaire qu'on a proposé, il semble s'imposer, tant mieux, mais ce qui est important, c'est le S, c'est le service. Parce que moi, j'entends souvent des débats, et je ne doute pas qu'il y en aura, et c'est légitime qu'il y en ait, et c'est le président du COI qui le dit. J'entends beaucoup de débats sur l'État doit financer plus, combien l'État met sur l'infrastructure, etc., etc. Mais avant d'investir le moindre euro pour décider ce qu'on fait pour aller transformer une infrastructure, il faut d'abord savoir ce qu'on a envie de faire. Quel type de circulation on veut. Et on sait tous hein, l'idéal du CERM, ce que c'est, des trains cadencés aux 10 minutes, au quart d'heure, aux 20 minutes, à la demi-heure selon les cas, des cars express cadencés aux 10 minutes, au quart d'heure, aux 20 minutes, ou à la demi-heure selon les cas. Mais vers où? Qui a droit à la demi-heure? Jusqu'où on va? On s'est posé ces questions avec Strasbourg, puisque j'étais vice-président de région au moment où on a conçu le projet, d'abord avec l'exécutif de Robert Herrmann, puis celui de Pia Ims. Et donc, on s'est posé la question. Et en fin de compte, l'intensification des services ferroviaires, elle va jusqu'à Saint-Dié, jusqu'à la ville dont j'ai été le maire. Il y a plus de liaisons ferroviaires maintenant vers Strasbourg qu'il y en avait. Elle va jusqu'à Saverne, elle va jusqu'à Sélestat. Donc elle va jusqu'à 1 heure à peu près de cette ville. Donc se mettre d'accord sur les services, ça ne peut, et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est toi Philippe, ça ne peut se faire qu'entre la région, la métropole concernée et les intercommunalités qui sont autour de cette métropole. Et c'est d'abord là, je veux dire, quand on va passer notre temps à
On ne peut pas attendre de l'État qu'il dise quel type de circulation il doit exister dans ces territoires. L'État, il donnera le label, il constatera qu'on est dans quelque chose qui correspond à l'idéal, et c'est normal qu'il donne l'élan, lui. Et le président de la République l'a fait en décembre en réinjectant, vous l'avez dit, M. Degan, cette idée qui était là, qui revenait régulièrement, dont on parlait, il l'a réinjectée, il l'a remise au premier plan. Mais au départ, le projet de service, il est construit par les collectivités territoriales. Et moi, j'ai dit ça à de nombreux présidents de métropole qui, pendant qu'on écrivait le rapport, d'ailleurs dans un dialogue transpartisan très fécond, qui me disaient, est-ce que je vais être dedans dans les 13 premiers, etc., etc. D'ailleurs, on retrouve bien les 13 sur la carte et les autres. Et je leur disais, mais mets-toi d'accord avec ton président de région pour commencer sur ce que vous avez envie de faire. C'est ça l'étape numéro 1. C'est pas que le ministre des Transports te dise que c'est très bien de faire. C'est d'abord que tu te mettes d'accord avec ton président de région et les intercos qui sont autour. Donc le service avant l'infrastructure, et c'est le président du Conseil d'orientation des infrastructures qui le dit. Hein, donc ça doit être vrai. Je crois que ce qui est intéressant dans le texte, très intéressant, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans le texte de Jean-Marc, mais il y a notamment, et du point de vue des régions, quelque chose de très intéressant, qui est que la possibilité de mobiliser la Société du Grand Paris sur les travaux les plus complexes, et parfois dans la maîtrise d'œuvre, parce que le texte ne l'exclut pas. Cette possibilité, elle ouvre la voie à une relation avec SNCF Réseau qui soit plus de nature contractuelle qu'elle ne l'est aujourd'hui entre SNCF Réseau et les régions. Tous les vice-présidents de région, il y en a anciens dans la salle, ont vécu, et tous les acteurs des collectivités territoriales ont vécu des situations où ils ont financé des travaux sur lesquels ils avaient beaucoup de mal à avoir des détails, qu'on ne cherchait pas forcément à leur présenter, où on leur disait qu'il y avait une pérennité à 10 ans ou à 20 ans, et puis 3 ans après, il fallait y revenir. Bon. Et donc cette relation contractuelle, elle est nécessaire, et c'est, je pense, Réseau est déjà engagé vers une sorte de mutation en ce sens, mais c'est indispensable parce que le réseau appartient à tous les Français. J'avance. Quelques points de vigilance. Bon. Évidemment, le sujet du fret ferroviaire. Je crois qu'il y a une mobilisation de plus en plus grande des métropoles qui se rendent compte que c'est aussi leur sujet, des régions qui se rendent compte que c'est aussi leur sujet. Mais il faudra être sûr qu'on ne pousse pas le fret plus loin. Il faudra que Réseau se mette dans la situation à chaque fois de trouver des solutions alternatives quand il faudra en trouver. Il faudra qu'on avance sur ces sujets de contournement de certains nœuds ferroviaires. Je suis désolé de parler de Lyon, mais on parle tout le temps des voies d'accès du Lyon-Turin. On ne parle jamais du contournement ferroviaire de Lyon. Or, c'est la condition numéro 1 pour faire le Lyon-Turin. Donc, voilà, ce sujet du fret, il doit être très présent. Et ça ne sera pas l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Sinon, on aura échoué. Autre point de vigilance, le sujet de l'évolution des sociétés de transport qui produiront ce service. Moi, on le sait avec Alain Youn qui est là, le vice-président de l'Eurométropole, on est des vieux complices déjà, maintenant. L'un des sujets, c'est de passer au mass transit. Et quand vous avez une boîte où, dans le service régional, vous avez été habitué à produire du train entre 7h et 20h, en produire entre 5h30 et 22h, ben, ça change beaucoup de choses. En produire autant le samedi et le dimanche que la semaine, ça change énormément de choses. Et je pense que l'une des raisons des ratés qu'a connu notre projet commun avec l'Eurométropole, c'est précisément que l'évolution de l'entreprise que ça supposait avait été sous-estimée. Et donc, il faut se dire que ça change complètement le rapport au travail. Et il faut on parlait des associations tout à l'heure, M. Roule disait à juste titre, il faut aussi faire partager ces projets d'intensification des services de transport collectif aux entreprises qui les produiront. Et peut-être ça n'avait pas été assez le cas dans Strasbourg, même si ça se corrige, et si finalement il y a beaucoup plus de trains quand même aujourd'hui dans le périmètre de l'Eurométropole de Strasbourg et vers les villes moyennes qui sont autour. Et puis, dernier point d'attention, et ça permettra de faire une sorte de filer quelque chose avec ce que disait la FNOT à juste titre. Attention sur ces sujets de SERM à ne pas en faire des sujets de spécialistes. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, je regarde des visages dans la salle, il y a même un Vosgien que je vois tout le temps et que j'aime beaucoup. Attention
à ne pas nous enfermer dans nos petites frontières, nos petites certitudes de spécialistes des transports pour construire des projets comme ça qui vont changer la vie des gens. Parce que c'est le risque. Et dès lors qu'on se sent propriétaire d'un sujet et d'une politique publique, et malheureusement sur les sujets de transport, c'est parfois le cas. Quand on se sent propriétaire de ça, eh bien on conçoit des projets qui ne sont peut-être pas calibrés dans l'ensemble de leurs fonctionnalités, urbanistiques, intermodalité, vie quotidienne, à la maille de ce que les gens souhaitent. Voilà, pour les points de vigilance, j'arrêterai là. Et bon vent à ce texte au Sénat. Hein, ne le détricotez pas trop. Enrichissez-le. Voilà.